Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Plaisir renouvelé de vous retrouver. Nous avons le plaisir justement de recevoir Madame Eva Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Bonjour, Madame le ministre. Bonjour, Mamoudou. Professeur aussi, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Le mot de notre digital manager qui suit un peu de loin ce qui se passe dans le domaine de la santé est de dire que si la politique de santé actuelle est de permettre un accès universel à des services de santé promotionnels, préventifs et curatifs de qualité, sans aucune forme d'exclusion, il faut cependant noter que le secteur sanitaire au Sénégal fait face à de nombreux défis qui suscitent beaucoup d'interrogations. L'affaire de l'arrêt de l'appareil de radiothérapie du cancer, le seul dont disposait le Sénégal, en est un exemple. Des drames sont également souvent relayés par la presse sénégalaise, à l'image du cas de l'enfant de 6 ans, Bekay Cissé, victime présumée d'erreurs médicales. Vous nous en direz davantage tout à l'heure. Madame le ministre, les internautes ont été nombreux à réagir via la page Facebook de cette émission. Beaucoup de questions vous ont été posées. Si vous suivez, là c'est à l'attention des auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez encore réagir via nos réseaux sociaux Facebook et Twitter avec le hashtag Grand Jury RFM ou directement via notre application GFM et vous, disponible sur Android et Apple Store. Madame le ministre, première femme sénégalaise agrégée de médecine, devenue ministre de la Santé et de l'Action sociale. Il y a quelques jours à Dubaï, vous receviez le prix du meilleur ministre de la Santé dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Vous jouissez également d'une bonne réputation dans la lutte contre les maladies infectieuses, le paludisme notamment à travers Rollback Malaria, programme des Nations Unies que vous avez piloté pendant plusieurs années. Une question que nous posons avec l'auditeur Abdoulaye Ndiaye. Avez-vous le sentiment, Eva Marie Coll Seck, à la santé, que les Sénégalais sont justement en bonne santé? Je voudrais vous remercier pour l'invitation. Réagir aussi à votre introduction en disant que effectivement dans la santé, il y a des succès, comme il y a de nombreux défis à relever. Ne pas oublier le cadre aussi dans lequel nous sommes, qui est celui d'un pays en développement et un pays qui se bat pour aller vers l'émergence. Les Sénégalais sont-ils en bonne santé? Je pense que c'est une question que l'on me pose, mais qu'on pourrait poser aussi aux Sénégalais qui vont ou pas dans les structures de santé. Quand ces personnes n'y vont pas, c'est peut-être que les politiques de prévention sont efficaces. Et quand ils y vont, c'est vrai qu'une grande majorité trouve des soins qui leur conviennent. Et il y a effectivement des personnes aussi qui ne sont pas toujours satisfaites de ce qu'elles voient et de ce qu'elles ont eu à obtenir dans une structure sanitaire. C'est dire donc qu'il y a un équilibre à faire en matière de santé et dans le diagnostic. Mais ce que je peux dire, c'est que chaque année, il y a eu des progrès en matière de santé dans notre pays. Et je prendrai comme exemple, et sans vouloir rentrer dans trop de détails, quelqu'un me disait quand nous étions jeunes, dès que vous aviez un accident ou un problème, une fracture ou quoi que ce soit, on vous évacuait sur Dakar. Aujourd'hui, dans toutes les régions du Sénégal, vous avez la possibilité de vous faire traiter et c'est seulement dans certains cas que vous êtes évacué sur Dakar. Vous avez des scanners aujourd'hui dans toutes les régions du Sénégal. Il y a une décentralisation de la santé. Il y a une décentralisation qui se fait et une prise en charge de plus en plus proche des personnes et des populations. Mais il y a effectivement beaucoup de choses encore à améliorer et c'est bien pour ça que nous sommes là, sinon il n'y aurait pas de ministère de la Santé. Je vais voir si vous êtes d'accord avec mon image. La santé des Sénégalais ou la santé au Sénégal, un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide? Moi, je le mettrais un verre à moitié plein parce que je suis une optimiste et je suis réaliste. Je regarde d'abord ce qui se passe, ce n'est pas un rêve. Je visite les structures, j'inaugure des structures, j'apporte du matériel et je vois que les choses bougent. Maintenant, je ne dirai jamais que nous avons atteint notre objectif. Donc, je dirais un verre à moitié plein. Les structures, mais beaucoup de Sénégalais se disent, mais comment peut-on avoir des services d'urgence de cette nature? Tout
à fait. Nous sommes arrivés quand même en... C'est un problème, en les urgences au 2012. Sénégal. C'est un problème comme vous l'aurez dans tous les pays même développés. Allez aux États-Unis, voir dans un service les urgences. Vous pourrez rester 24 heures, parfois 12 heures avant d'être vu. Aller au Canada, même chose. C'est-à-dire que l'urgence, c'est un problème. Et nous l'assumons au niveau du Sénégal. Ce n'est quand même pas le même niveau de développement, Madame la Pas ministre. du tout. C'est pour ça qu'il faut aussi relativiser. Oui. C'est pour ça qu'il faut relativiser. Parce que je veux montrer que c'est un problème mondial. Et ce problème, il est géré aujourd'hui au niveau du Sénégal par des initiatives. Il n'y avait pas de service d'accueil et d'urgence dans la plupart des hôpitaux. Aujourd'hui, vous avez ces services qui sont en train vraiment de se développer. Mieux, nous avons eu un CRD il n'y a pas longtemps au niveau de la région de Dakar pour confirmer que même au niveau des centres de santé, aujourd'hui, il y a des unités d'accueil et d'urgence qui sont en train d'être montées. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Mais en urgence, Monsieur Kane, vous savez que on est toujours dans une grande émotion. Et c'est pour ça que nous faisons beaucoup d'efforts par rapport aux urgences. Nous avons également un partenariat avec les pompiers et le SAMU pour réguler les urgences. Cela aussi va être vérifiable très rapidement et vous allez voir qu'en appelant le 1515, vous pouvez avoir l'information qui vous dira allez dans tel hôpital, il y a de la place, allez à tel endroit, vous trouverez ce qu'il vous faut. Gratuit. Donc nous sommes gratuit. C'est un numéro gratuit, le 1515. Déjà fonctionnel? Il est déjà fonctionnel et c'est des millions de personnes qui ont déjà appelé et utilisé le 1515. Oui. J'en profite pour vulgariser encore ce numéro. Et je l'ai testé personnellement, oui, sans dire même qui j'étais. Et j'ai eu aussi à avoir des soins de qualité par rapport à la personne pour laquelle j'appelais. Oui. Voilà, donc je crois que c'est vrai, il y a encore des insuffisances, mais regardons les progrès vers où nous sommes en train de tendre. Mais sur le 15-15, je suis en train de faire le test pendant que vous parlez. Faites bon, ça s'en occuper. Bon, parce qu'il y a beaucoup de monde oui, comme vous. Il y a beaucoup de sollicitations. Je voulais juste dire à celui ou celle qui me prendra à l'autre bout du fil que je suis avec Madame le ministre de la Santé. Bon, ça s'en occuper. On va essayer encore. Je crois qu'ils n'auront pas le temps d'écouter l'émission. Ils travaillent. Très bien. Très bien. Alors, oui, Madame le ministre. Oui. Sur le 15-15, sur les urgences, il y a quand même cette question de Kadiafal qui dit, et une question très basique, pourquoi dans nos hôpitaux il faut passer d'abord à la caisse avant même de recevoir les premiers soins? Je ne comprends pas non plus pourquoi les populations n'ont pas d'emblée droit à un médecin pour se faire consulter. Ne faut-il pas également relever le plateau technique des structures sanitaires des régions de l'intérieur du pays? Je suis tout à fait d'accord avec la personne qui pose cette question. Ce sont des questions d'ailleurs pertinentes. Pourquoi on ne trouve pas des médecins partout, en urgence notamment? Vous verrez que de plus en plus, il y a des médecins. Je me réfère à juste l'accident qui a eu lieu récemment, que nous avons beaucoup déploré, mais qui a eu lieu au retour, je crois, du Magal de Porokhane. Oui. Les malades ont eu beaucoup de morts sur le coup. Mais les malades qui sont allés, la vingtaine de malades, ont d'abord été pris en charge au niveau du centre de santé de Nioro, qu'on appelle centre de santé, mais ce sont des petits hôpitaux, où il y avait un médecin qui a pris en charge ces malades et d'autres personnels. Donc il y a de plus en plus du personnel de santé. Et nous devons remercier Monsieur le Président de la République qui, depuis quelques années, nous apporte vraiment un nombre conséquent de personnes qui sont aujourd'hui recrutées dans la fonction publique. Par 1000, ce qui ne s'est jamais fait au Sénégal. Nous venons encore de recruter 1000 personnes. Nous sommes loin des normes de l'OMS encore. Donc il faut encore des efforts. Mais sachez que... On est à combien, plus concrètement? Alors, il y a des chiffres qui sont pour toutes les catégories. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en concernant les infirmiers, c'est moins grave. Les sages-femmes, nous sommes en train de rattraper. Et pour les médecins, nous avons l'intention de doubler les médecins dans tous les centres de santé, de renforcer les médecins dans les hôpitaux. Et je crois que cette année, ce que nous avons nous permettra en tout cas de faire beaucoup mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc il y a des recrutements en vue, parce qu'on parle de 400 médecins qui chôment au Sénégal.
Vous confirmez ce chiffre? Je ne peux pas le dire, parce qu'un médecin, en général, ne chôme pas. Un médecin a souvent la possibilité de travailler dans une clinique ou quelque part. Donc, les 400, ils ne sont pas assis dans la rue. Et je les félicite pour cela, parce qu'il faut quand même savoir que c'est des personnes qui ont fait 7 années d'études et qui sont des personnes compétentes qui ont besoin d'apporter leur contribution à l'effort national. Mais les recrutements se font par 150, par 200. Donc vraiment, je crois que la plupart des médecins qui, comme vous dites, qui chôment et qui veulent être dans la fonction publique sont résorbés régulièrement. Et ce que je répète encore, nous n'avions pas depuis plusieurs années. Et il y aura des recrutements cette année? 1000 personnes ont été recrutées cette année. Là, en ce moment, médecins, infirmiers, sages-femmes, tout compris. Tout compris, oui. L'année 2017 ou 2016, là? C'est 2016, je peux dire, mais c'est en 2017 qu'il y a eu une officialisation de tous les noms qui sont sortis d'ailleurs dans la presse. J'ai quand même mentionné dans ma première question que vous avez été distingué meilleur ministre de la Santé dans le cadre de la lutte contre Ebola. Et c'est intervenu dans un contexte, c'est le contexte de l'arrêt ou de la panne ou de la mort, c'est selon, de l'appareil de radiothérapie du cancer de l'Institut Marie Curie de l'hôpital Le Dantec. Beaucoup de Sénégalais vous ont félicité, mais beaucoup d'entre eux ont dit, mais bon, pourquoi ce prix alors que là, on n'a même pas d'appareil de radiothérapie? Le seul qu'on avait est tombé en panne, mais la responsabilité de Madame le ministre est engagée. Vous répondez quoi? Je réponds d'abord parce que je voudrais reprendre un peu par rapport à ce prix-là. C'est un prix que je n'ai pas cherché. C'est un prix qui m'a été décerné. Et c'est un prix de meilleur ministre, pas ministre de la Santé, pas ministre de Ebola. Et donc, c'est plus global et c'est, à mon avis, par rapport au sommet mondial des gouvernements, un prix qui a fait l'honneur du Sénégal. Maintenant, vous pouvez être primé et dans votre quotidien, avoir ça et là des choses qui marchent ou qui ne marchent pas. Nous déplorons, c'est un terme que j'utiliserai souvent peut-être, nous déplorons qu'il y ait eu cet incident qui pour nous est quelque chose que nous avions dans notre pipeline parce que nous savions, et c'est pour ça que nous voulions avoir de nouveaux appareils. Donc ce n'est pas quelque chose qui n'a pas été planifié, comme certains ont dit, ou une mauvaise gestion des affaires. On vous a accusé de manque de prévoyance. Voilà, alors que je crois, pour moi, je ne voudrais pas répondre à ces personnes qui peut-être ne connaissent pas le dossier, parce que si les gens qui le connaissent comprennent que depuis que nous avons été nommés à cette position, nous avons fait ce qu'on appelle les assises nationales. Et lors de ces assises nationales, c'était pour faire le bilan. Nous avions constaté et vraiment confirmé ce qui était déjà assez visible, que le Sénégal, comme beaucoup de pays en développement, avait un double fardeau au plan sanitaire. Les maladies infectieuses et les maladies non transmissibles, dont le cancer. Et nous avons mis sur pied une politique de lutte contre ces maladies non transmissibles, le diabète, les hypertensions artérielles, les maladies cardiovasculaires en général. Vous avez vu d'ailleurs un nouvel appareil d'angiographie au niveau de la cardiologie de l'hôpital Le Dantec, qui est unique pratiquement dans la sous-région et qui soigne pratiquement tous les malades de la sous-région et les Sénégalais qui devaient normalement aller se faire soigner à l'étranger. Donc il y a un travail qui est en cours et encore une fois qui n'est pas terminé. Monsieur le ministre Amadou Ba des Finances, que vous avez reçu récemment, vous a expliqué pourquoi nous avons eu ce problème, parce que les deux appareils commandés et qui n'ont pas pu être payés, parce qu'une banque avait la Badea, voilà, qui se trouve au Soudan. Au Soudan, n'avait pas pu faire venir à cause de l'embargo, etc. Et donc, nous, en décembre, on avait planifié que les deux appareils seraient sur place. Et nous étions dans toutes les tractations possibles pour pouvoir régler le problème. Entre-temps, l'appareil qui, effectivement, nous le savions, était pratiquement en fin de vie, mais devait encore vivre quelques mois.
mais bon, les accidents, ça arrive toujours, est tombé en panne. Et tout de suite, nous avons décidé que pendant une période de transition, nous allions d'abord confirmer les commandes de ces deux appareils et l'État plutôt s'est substitué à la BADEA pour pouvoir payer. Et ensuite, il y a un appareil qui va arriver dans le secteur privé et nous sommes en train de travailler sur notre plan d'action qui va nous permettre d'avoir un service de référence au niveau de Diamniadio avec un financement coréen et une décentralisation de la prise en charge du cancer. C'est vous dire donc que la planification, elle a existé, mais il y a eu un aléa et je crois qu'il faut que les gens le prennent comme ça. Les malades qui devaient aussi peut-être être pris en charge au niveau de cette radiothérapie, je l'ai dit aussi, nous avons pris des mesures pour que ces malades soient pris en charge. Donc, à mon avis, c'est une période difficile que nous devons passer ensemble, sur laquelle je crois qu'il faudrait qu'on évite de créer trop d'émotions, parce qu'en définitive, on perd beaucoup de temps sur les actions qu'on pourrait mener. Mais sachez que le cancer, c'est une priorité. Beaucoup de mesures ont la diminution des prix des médicaments qui sont très onéreux. On a fait des négociations, 30 à 60% de diminution des coûts. Nous sommes ensuite dans la prévention, l'hépatite B à la naissance, parce que le cancer du foie est l'un des cancers les plus fréquents au Sénégal. Donc avec le vaccin, nous pouvons prévenir ces cancers. Un autre cancer, le cancer du col de l'utérus, nous avons commencé par des projets pilotes, la vaccination chez les jeunes filles pour éviter qu'elles aient du cancer. Vraiment, il y a énormément de choses qui se font, mais ce n'est pas normal qu'on ait le seul appareil en panne. Et nous avons pris vraiment les mesures qu'il fallait pour pallier à cette situation. Sanctions, puisque vous dites que ce n'est pas normal. Où sont les sanctions? Vous savez que contre ceux qui gèrent, parce qu'il y a un comité de gestion de cet appareil. Alors moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille faire une sanction contre la BADEA. Si vous pouvez le faire, vous le faites. Mais je ne pense pas qu'il faille dire que c'est telle personne qui On a tous géré le problème ensemble. Le plan, c'est un plan commun. Maintenant, il y a eu cette panne. Nous sommes aussi en train de gérer la situation. Tous responsables, personne n'est finalement responsable. C'est ce que vous êtes en train de dire, Madame le ministre? Dans cette affaire, je peux vous dire que nous ne devons pas faire la chasse à la sorcière parce que simplement, le plan a été perturbé par un financement qui n'est pas arrivé. Je pense que c'est ça la réalité. Tous les médecins, tous les cancérologues, tous les radiothérapeutes, vraiment, ont suivi ça et ont été désespérés de voir cette situation comme nous. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille vers l'avenir et qu'on essaie de faire les choses pour le mieux pour nos populations. Je rappelle que nous recevons dans cette émission le grand jury, Eva Marie Coll-Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Mais sur l'appareil qui est tombé en panne, si on vous suit, on aurait pu le réparer. Mais est-ce que vous n'êtes pas tombé, vous également, sous le coup de l'émotion en renonçant à sa réparation? Alors, Monsieur Kane, je crois que vous-même, vous aviez participé à parler de cette émotion-là. Oui, tout à fait. Donc, je pense que nous étions tous émus. Voilà. C'est normal. Hein? Donc, vous comprenez. Et donc, un appareil qui a, disons, et je l'ai toujours comparé, par exemple, je m'excuse d'utiliser une marque comme une Mercedes, je le dis tout le temps. C'est des voitures qui peuvent durer toute une vie. Mais il y a un moment où vous savez que la voiture commence à vieillir. Oui, arrivé au Sénégal en seconde main en 1989. Donc, c'est un appareil pour lequel il y a eu, je vous ai expliqué, et Dalal Diam qui va être équipé et le centre de référence à Diamniadio. Donc, il y a plein de choses en cours. Maintenant, cet appareil, vous dites qu'il aurait pu être réparé, mais ce serait aussi la énième réparation. Et nous avons pensé qu'il y avait effectivement tellement d'anxiété dans cette affaire que même un malade que vous mettriez sous un appareil encore réparé serait anxieux et peut-être ferait même une crise cardiaque pendant son travail, pendant son traitement. Avec des émissions radioactives qui n'étaient pas exclues, on en a parlé. Non, parce qu'on voulait le réparer. Et si on le réparait, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Mais disons que nous avons préféré arrêter. Alors, Madame le ministre, c'est combien d'appareils qui ont été commandés aujourd'hui?
Nous avons les 2 appareils au niveau de Dalal Jamm. Nous avons l'appareil au niveau du secteur privé qui qui sont engagés à faire des prix qui correspondraient au secteur public, mais avec une gestion privée, ce qui est une bonne chose. Nous sommes en cours parce que nous devons aussi changer cet appareil-là, mais nous sommes en train d'enlever la bombe au cobalt parce qu'il faut enlever d'abord l'appareil, puis en installer un autre. Donc nous sommes sur ce processus par rapport à l'hôpital. Bombe au cobalt qui pourrait être utilisée par des personnes mal intentionnées. C'est pour ça que justement, oui. On a tout un circuit bien balisé pour prendre cette bombe au cobalt. Parce que au plan international, c'est surveillé comme le lait sur le feu. Et c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps pour que les choses puissent être faites dans de bonnes conditions. Il y a peu d'entreprises au plan international capables même de déboulonner cet appareil et de l'emmener en toute sécurité là où on pourrait régler le problème sans qu'aucune personne ne puisse avoir des difficultés. Donc, nous sommes sur cela aussi, donc un autre appareil encore. Et maintenant, en prévision, c'est le centre qui aura plusieurs appareils, c'est sûr. À Diamniadio. À Diamniadio. Et n'oubliez pas, il y a aussi un projet qui est le projet de l'hôpital de Dantec, dont on parle souvent, et qui n'est pas enterré, puisqu'on cherche des financements, et où il y aura un service neuf de cancérologie. Donc il y a beaucoup de choses et beaucoup de travail en cours. D'où peut-être un problème dans les choix que vous êtes en train de faire, Madame le ministre. D'abord, on met tous les appareils à Dakar. Bon, oui. Ceux qui sont dans les régions vont vous dire pourquoi nous ne sommes pas concernés, au nom de la logique d'ailleurs de la décentralisation de la santé. Ça c'est deux. La deuxième chose, vous allez reconstruire presque un hôpital tout neuf à Le Dantec. Vous envisagez de mettre encore là-bas un appareil? Voilà, donc c'est pour ça que je dois bien clarifier, puisque il y a ce problème d'interprétation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau de notre plan d'action, nous avions une partie décentralisation avec des pôles régionaux. Et ces pôles régionaux auront aussi leur appareil. Donc nous ne sommes pas en train de faire que Dakar. C'est vrai que les spécialistes aujourd'hui sont là. La formation est en cours. Seulement 2 radiothérapeutes à travers tout le Sénégal. 2 radiothérapeutes, mais il y a des pays dans la sous-région où vous n'en avez même pas un. Ouais. Donc, mais nous, on regarde devant. Voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même relativiser à chaque fois qu'on parle. Vous me direz, il y a des gynécologues dans tous les coins de je ne sais pas quel pays, alors que nous, à Kédougou, notre premier gynécologue fonction publique vient d'arriver, etc. Donc, il y a des difficultés, il ne faut pas les occulter, mais sachez que dans notre plan, c'est un plan national, ce n'est pas un plan dakarois. Et donc, il y aura tous les appareils qu'il faut dans la mise en œuvre qui sera progressive au niveau de pôles régionaux, au sud, au niveau à l'est, mais également au nord. Nous comptons mettre tout cela sur pied. Cet appareil de radiothérapie, en termes de... Oui, on y reste quand même, Madame le ministre. En termes de taux de prise en charge des malades du cancer, parce que c'est important. Combien de malades du cancer cet appareil prenait en charge? Parce que c'est important. Voilà, parce que ce n'est pas seulement ce n'est pas la seule méthode de traitement. Tout à fait. Oui. Et je voudrais, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir posé cette question-là. Bon, donc c'est une mauvaise question. Non, c'est une très bonne question d'un bon journaliste. Parce que sans vouloir négliger aucun outil thérapeutique, il faut dire que sur à peu près 1500 malades du cancer, il y a eu en 2016 à peu près, et 2015 même, on a fait une moyenne, c'est à peu près 350 malades qui ont fait une radiothérapie. C'est parce que quand on a le cancer, on peut avoir en fonction des indications thérapeutiques soit la chimiothérapie, soit la chirurgie, soit la radiothérapie, ou même tout en même temps. Mais sachez que tout le monde ne fait pas de radiothérapie. Et aujourd'hui, nous sommes en train justement de gérer tout ce qui devrait avoir une radiothérapie et qui sont, comme on l'a montré, pris en charge d'une manière exceptionnelle, je peux le dire, au niveau du Maroc aujourd'hui. Le taux est de combien?
Ceux qui passent par la radiothérapie. Alors, c'est difficile à dire parce que les indications dépendent aussi de quand le malade arrive. Parfois, les malades arrivent trop tard, donc on ne peut plus faire tel geste ou tel autre geste. Mais si vous voyez le nombre dont on a parlé et ceux qui font de la radio, peut-être un quart ferait une radiothérapie. C'est quand même important. C'est quand même important, mais aujourd'hui, je veux insister sur une chose. Vous n'avez pas des malades, comme on le dit parfois dans les réseaux sociaux, des milliers de malades qui meurent parce qu'il n'y a pas de radiothérapie. Ça, ce n'est pas vrai. Et voilà les chiffres que vous m'avez demandé de dire. Et je crois que ça va être utile pour une bonne information des populations. Et tous ceux qui doivent faire une radiothérapie seront pris en charge. Alors, un appareil de radiothérapie, selon ceux qui savent combien ça coûte, c'est autour d'1 milliard de francs CFA. Vous allez en faire venir 2. Il y a un autre qui sera commandé ou qui est commandé par un privé. Il est même envisagé un autre du côté de Diamniadio. Mais ces appareils, ils viennent quand au Sénégal? Ils seront fonctionnels à partir de quand? Un appareil de radiothérapie, on le construit. C'est ça la difficulté. Ce n'est pas des appareils qui sont exposés qu'on va acheter. Donc, quand la commande est faite aussi, on doit payer d'abord. Parce que c'est assez sophistiqué comme méthodologie. Donc, comme le travail a été fait, nous espérons vraiment avoir les appareils sur Dakar à partir du mois de mai. Et vous avez dit quand est-ce qu'ils seront fonctionnels, parce que quand l'appareil arrive, il faut le monter, il faut le tester. Ça prend à peu près 3 semaines à 1 mois. Voilà le chronogramme dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Ces appareils seront fonctionnels au cours de l'année 2017. J'espère quand même que cette question ne me sera pas posée encore, parce que nous avons tout fait pour que dans la moitié de cette année, nous puissions régler le problème. Et donc, je peux m'engager et vous dire qu'avant la fin de l'année, nous aurons ces appareils. Dernière question, et c'est la dernière, parce que je sais que vous et tous vos services sont traumatisés par l'appareil de radiothérapie. Une question de quelqu'un qui est dans le monde de la médecine, qui dit, mais pourquoi l'option sur la radiothérapie alors que la tomothérapie existe et c'est une radiothérapie novatrice pour les cancers de forme complexe et qui coûterait moins cher, dit-on? Dit-on, je crois que c'est bien de le dire, parce que nous, les contacts, parce que vous savez, nous devenons tous maintenant cancérologues et radiothérapeutes. Tout le monde est venu. Nous n'avons même pas eu besoin d'aller. Vous savez, il y a deux entreprises mondiales qui font les appareils de radiothérapie. Ces 2 sont venus au Sénégal. Sans compter maintenant d'autres personnes de bonne volonté qui ont voulu nous aider. Donc la tomo a fait partie des choses sur lesquelles nous avons eu à travailler. Et effectivement, on vous parle des formes complexes, etc. Le coût aussi, il est beaucoup plus important qu'un appareil classique que nous voulions acheter. Et nous pensons qu'il faudrait démocratiser la prise en charge du cancer. Et pour cela, il nous faut des appareils qui sont des appareils utilisés partout dans le monde aujourd'hui. La tomo n'est pas utilisée partout, c'est vrai, c'est une nouvelle technologie. Nous irons peut-être à la tomo plus tard, mais aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est un appareil qui puisse traiter 95% des patients qui en ont besoin. Et ça, nous l'aurons avec l'accélérateur de particules. Et je crois que si nous avons ces appareils comme il est prévu, le Sénégal vraiment sera un pays leader dans la sous-région en matière de cancer, comme d'ailleurs il l'a toujours été. Et concomitamment, il faut former des radiothérapeutes. La formation a démarré il n'y a pas longtemps. Oui, c'est-à-dire que nous envoyons les gens à l'étranger. Et 2 personnes d'ailleurs sont parties. Mais le professeur Macoumba Gaye, aujourd'hui, a eu la possibilité, validée par le CAMES, d'ouvrir un diplôme
d'études supérieures concernant la radiothérapie. Donc nous pourrons aussi former les gens au Sénégal. Nous recevons Madame Eva Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale, dans votre émission Le Grand Jury sur la RFM. Parlons d'une autre affaire avant d'aborder d'autres sujets. Cet enfant de 6 ans, Bekay Cissé, décédé, victime d'une erreur médicale. C'est la version, en tout cas, relayée par la presse. Il a été victime d'un accident routier, on dira même un banal accident routier. Il s'est retrouvé le pied sous le plâtre, il fallait déplâtrer, replâtrer, il a été opéré et finalement il est décédé. Madame le ministre, est-ce qu'il y a eu une erreur médicale dans cette affaire? Une enquête assez pointue est en cours. Nous allons avoir bientôt les résultats. Nous avons bien sûr déjà quelques éléments. Mais nous n'allons pas entrer dans ces détails maintenant parce qu'une enquête, il faut la terminer. Et c'est une enquête qui est faite par le ministère de la Santé. Nous n'avons pas attendu qui que ce soit pour aller voir ce qui se passe. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je voudrais d'abord présenter mes condoléances à la famille et dire que c'est un accident malheureux et tout médecin qui traite un malade préférerait qu'il s'en sorte. L'équipe au niveau du CTO, donc de Ogui, a pris en charge ce malade depuis le début. Il y a eu différentes personnes qui sont intervenues, différents moments dans cette vie douloureuse donc, de ce jeune garçon. Et donc, nous sommes en train de faire ce travail d'enquête pour voir là où il y a eu un problème. Et comme vous le demandez souvent, est-ce qu'il y aura des sanctions? Oui. Il y aura des sanctions si elles doivent avoir lieu, parce qu'il faut que l'enquête se termine. C'est possible aussi que ce soit tout juste un problème d'un personnel qui n'est pas suffisant ou suffisamment formé, etc. Donc toutes ces choses seront prises en compte et je peux dire que ça va être encore un déclic parce que ces accidents sont toujours, doivent être utilisés, à mon avis, pour faire mieux. Surtout qu'ils sont nombreux, hein, Madame le ministre. On parle de Bekay Cissé, peut-être c'est très médiatisé, mais combien de Bekay Cissé, enfants, jeunes comme adultes, meurent dans nos structures sanitaires à cause de la négligence aussi dans nos structures? Monsieur Khan, je pense que vous faites, disons, comme on dit, un procès d'intention. Moi, je me base sur Pourtant, des statistiques. c'est une réalité. Hein. Les réalités doivent être étayées, oui. Doivent être documentées, et je ne voudrais pas parler de cela. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont d'excellents soins au niveau de nos structures, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un accident, c'est ce qui est le plus visible. Mais permettez-moi, et je vous demanderai quand même de rendre hommage à toutes ces personnes qui travaillent au quotidien dans les structures de santé. On est bien d'accord. Mais quand ça ne va pas, il faut le dire aussi. Voilà, il faut le dire, mais il ne faudrait pas dire il y a plein de gens, tout ça. Il faut aussi parler de toutes les personnes qui s'en sortent et qui sont contentes de ce qui se passe. Oui. Maintenant, il y en a. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, monsieur Khan. Oui. Je dis simplement qu'il faut qu'on évite de ne parler que des choses qui se passent mal. Parce que cela aussi crée beaucoup de frustration au niveau de personnes qui sont parfois seules, alors que peut-être dans les normes, il faudrait 10 personnes pour faire ce travail-là. Vous voyez, c'est un vrai problème au niveau du système et de personnel qualifié et d'équipement. Je peux vous dire, et ça j'avais oublié de répondre à la question de cette dame qui parlait de relèvement du plateau technique. Monsieur le Président de la République nous a même demandé de lui faire un plan de relèvement du plateau technique. C'est vous dire donc que nous savons qu'il y a des difficultés et nous veillerons à ce que les drames dont vous parlez soient de moins en moins fréquents. Les difficultés, il y en a beaucoup. Beaucoup de maladies interpellent votre département. On va parler du paludisme. 6 pays en Afrique ont été ciblés par l'OMS pour arriver à l'élimination du paludisme en 2020. L'Afrique du Sud, l'Algérie, le Botswana, le Swaziland, les Comores et le Cap-Vert, qui n'est pas loin. Le Sénégal n'en fait pas partie. Pourquoi ? Les Nations Unies et l'OMS ont primé le Sénégal il y a 2 ans. J'y étais d'ailleurs. C'est pour vous dire que le Sénégal fait partie des pays leaders dans la lutte contre le paludisme.
Il y a des pays, le Botswana, vous en parlez, c'est des pays presque désertiques. Le Cap-Vert, ce sont des îles. Donc il y a l'élimination qui aujourd'hui est vraiment à l'ordre du jour. Pour le Sénégal, qui est un pays en pleine zone tropicale, donc qui normalement devrait avoir beaucoup de paludisme. Nous avons vu la prévalence du paludisme passer de pratiquement 30% à 5% en 10 ans. Tout ça à cause des efforts qui ont été faits en matière notamment de distribution de moustiquaires imprégnés, de pulvérisation dans les domiciles, mais également d'éducation des communautés. Il y a des villages aujourd'hui où un travail communautaire a permis qu'il n'y ait plus d'eau stagnante, que tout soit propre, etc. Et le paludisme est en train de diminuer. Vous allez dans le nord, autour d'ailleurs de Richard Toll, où vous avez normalement beaucoup d'eau stagnante. Mais malgré tout, oui, il y a presque plus de cas de paludisme. Absolument. Et quand il y a un cas, on fait une enquête. Mais qui cache une disparité avec le Sud. Mais tout à fait, parce que nous avons... Au Sud, on est entre 6 et 9%. Et parce que simplement, dans le Sud, il y a un écosystème aussi qui est favorable. Et c'est pour ça que nous n'avons pas les mêmes stratégies dans le Nord et dans le Sud. Dans le Sud, nous avons ajouté les pulvérisations intradomiciliaires, donc pulvérisées dans les domiciles, mais également la chimioprophylaxie chez les enfants. Donc ça, ce sont des choses spécifiques parce que la force, et le nombre de piqûres infectantes par le moustique est beaucoup plus élevé dans le Sud. Et donc, il y a un renforcement des stratégies. Éviter surtout la guerre de sécession entre le Nord et le Sud dans le domaine de la santé. J'espère quand même. On connaît l'histoire entre le Nord et le Sud. Tout à fait. Mais le Sénégal va arriver à l'élimination quand, Madame le ministre? Ah non, nous avons au niveau du Sénégal, là aussi, notre plan qui a été exposé et validé et même très bien accueilli au niveau de l'OMS, puisque vous prenez ça comme référence, et c'est une bonne référence. Nous avons un plan qui nous amène autour de 2030 aussi, 2035, pour que tous les pays, d'ailleurs, dont le Sénégal, voient la prévalence diminuer de telle sorte qu'on considère qu'on est dans une phase de pré-élimination, ce qui permettra peut-être dans les années 40, 50, avec aussi d'autres interventions qui pourraient venir, parce qu'on est en train de parler de vaccins contre le paludisme, toutes ces choses vont aider à ce que nous puissions éliminer le paludisme de cette planète et donc l'éradiquer. Le Sénégal, je voudrais rappeler que rien que l'année dernière, en 2016, nous avons été primés aussi parce que nous avons distribué 8 millions de moustiquaires au plan national. Et ça, les moustiquaires imprégnés, qui sont vraiment d'une durée de vie de 3 à 5 ans. Et donc aujourd'hui, c'est un outil que nous avons beaucoup utilisé, que nous allons encore promouvoir pour tous les enfants qui naissent, etc. Donc c'est une stratégie qui est reconnue par l'OMS et qui fait que nous avons des bons résultats, mais elle n'est pas la seule. Je l'ai dit tout à l'heure, plein d'autres choses sont faites en matière de lutte contre le paludisme. Est-ce que justement l'adoption du test moléculaire pour le diagnostic est dans votre stratégie? Voilà, nous avons... malaria qui rappelle... Nous avons la chance. Sénégalais du nom de Daouda Ndiaye. Oui. Voilà. Le professeur Ndiaye Daouda a fait une découverte et c'est pour ça que je me dis, au Sénégal, on a tellement de bonnes choses qui se font que ce serait bien qu'on en parle plus. D'ailleurs, il a été, je pense, interviewé. On a beaucoup parlé de lui parce que c'est un plus. Le diagnostic est important. Nous avons fait une émission avec lui. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Je vous félicite. C'est vrai que il y a eu cela et il nous aide même dans notre plan d'action. Et donc, c'est vraiment beaucoup de personnes. Il y a le professeur Omar Gaye, il y a plein de gens qui nous appuient. Et je crois que d'ailleurs, le Sénégal va bientôt abriter le sommet mondial sur le paludisme. Et ça, grâce à tout ce que nous faisons. Tous ensemble d'ailleurs. Je vous tends une autre perche à Fann avec ce centre de chirurgie cardiaque pédiatrique aussi, oui, qui existe. Des enfants aujourd'hui sont opérés du cœur et c'est déjà un succès? Oui, c'est un grand succès et nous devons le célébrer. Nous allons inaugurer d'ailleurs ce centre, nous l'espérons, au mois d'avril.
C'est un centre que nous avons pu avoir grâce à un partenariat avec la chaîne de l'espoir et la fondation Kwemo, qui est une fondation au niveau monégasque. Donc cela est important. Le Sénégal a contribué, le gouvernement a apporté sa part, les autres également. Et les professeurs ont envoyé leurs élèves en formation. Aujourd'hui, un enfant qui serait mort parce qu'il est né avec une malformation cardiaque peut être opéré au Sénégal. Et pas qu'un enfant sénégalais, puisque nous recevons des enfants de partout. Ce sera le centre de la sous-région. Et donc, encore une fois, félicitations pour tout ce qui a pu se faire. Nous avons la chance d'avoir aussi un comité, disons, de surveillance, d'organisation de tout cela, qui est présidé par M. Youssou N'Dour, le ministre Youssou N'Dour, et qui fait du fundraising pour pouvoir prendre en charge les personnes et les enfants qui n'ont pas de moyens. On en est à combien déjà là, en termes de mobilisation de fonds? Je sais qu'il a fait une grande activité au niveau du Grand Théâtre et il y avait à peu près 150 millions de récoltés. Mais je sais qu'il a plein d'autres idées et avec son comité, ils vont continuer à travailler pour pouvoir aider le centre et qu'il n'y ait pas d'enfants qui ne soient pas opérés parce qu'il n'a pas de moyens. Donc ça, c'est une grande avancée pour notre pays. Et je sais que vous n'aurez pas le temps de me donner d'autres perches, mais il y en a beaucoup. Et je peux vous dire que si on voulait parler de tout ce qui se fait en ce moment au Sénégal. Oui, en termes de bonnes nouvelles, 2017, il y en a, à quoi il faut s'attendre? On a la maternité de Le Dantec qui va enfin ouvrir. Oui. Cette maternité qui est historique, si l'on peut dire. Et donc là aussi, peut-être vers le mois d'avril. Mais nous avons beaucoup de choses à faire. Oui. Des appareils, des scanners, les ambulances qui vont arriver, 160 ambulances environ qui vont arriver et qui vont permettre à tous les villages et à toutes les communes qui n'en ont pas eu encore de pouvoir être sur notre liste de structures qui en auront. Voilà, c'est des bonnes nouvelles et je crois qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes meurent encore parce qu'elles n'ont pas eu l'ambulance au poste de santé pour pouvoir les emmener accoucher dans de bonnes conditions. C'est ce que nous voulons arrêter, c'est ce que nous voulons éviter. Et voilà encore d'autres nouvelles qui seront des nouvelles pour 2017. De nouveaux hôpitaux ont eu à être annoncés. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur, par exemple, le Touba, par exemple. Ah oui, il y a... des nouveaux hôpitaux à construire. L'hôpital de Touba, oui. Vous savez, je dis toujours, vous savez, je vais éviter. Oui. Parce que vous me posez tellement bien la question que je sais que vous savez. Mais bon, l'hôpital de Touba, oui. La première pierre a été posée par son Excellence Macky Sall. Ouais. Nous avons sélectionné l'entreprise. Il y a des sous-entreprises sénégalaises. Tout le monde est en train de travailler parce qu'il y aura aussi des hôpitaux dans les régions, entre guillemets, nouvelles régions, qui n'avaient pas d'hôpital régional, mais qui avaient un centre de santé qui est transformé plus ou moins en hôpital. C'est Sédhiou, c'est Kédougou et c'est Kaffrine. Donc 4 grands hôpitaux dans ces différentes zones aussi. Et n'oublions pas le CHU au niveau de Diamniadio, parce qu'il y aura une université, aussi un hôpital universitaire. Je parle des grandes choses, mais il y a plein de centres de santé, Goudiri, au niveau de Goudomp, au niveau vous avez aussi Sakal, il y a aussi Kermomarsar. Les choses vont bouger. Le ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck, Lahat Gaye, parce que c'est une question importante, la couverture maladie universelle, on en parle beaucoup. Sa question, quels sont les résultats de la CMU depuis sa création? La CMU, c'est une vision du chef de l'État, mais il faut dire que la CMU va aussi dans le sens de la démocratisation des soins. Et c'est pour ça que nous en faisons un programme prioritaire, avec 2 volets. Le premier volet, c'est l'offre. On en a beaucoup parlé. On a parlé de relèvement de plateaux techniques, etc. Parce que quand quelqu'un vient dans une structure, même si cette personne est assurée,
et qu'elle ne trouve pas le plateau qu'il lui faut, c'est un problème. Donc, et c'est pour ça qu'on a parlé des hôpitaux, des scanners, de toutes ces choses qui sont en train de se développer dans l'offre des services d'accueil et d'urgence. Tout cela est important. Donc, un travail important se fait au niveau des infrastructures, se fait également au niveau des ressources humaines, les recrutements massifs. Mais là, nous avons un projet avec les Japonais qui est de doubler tous les postes de santé. Ils auront, surtout dans toutes les régions, sauf Dakar et Thiès, parce que ce sont des régions où les choses se passent encore bien. Mais dans toutes les régions périphériques, chaque poste de santé aura, s'il ne l'a pas encore, son infirmière ou infirmier et sa sage-femme. Ça, c'est important. Cela permettra d'avoir un personnel qualifié, même au niveau le plus éloigné. C'est encore quelque chose qui va aider l'offre de services. Nous avons maintenant tout ce qui a trait à la couverture que les gens connaissent, c'est-à-dire la demande. Les gens en parlent beaucoup, c'est la gratuité chez les enfants de 0 à 5 ans au poste de santé, centre de santé et en urgence dans les hôpitaux, la dialyse, les sujets âgés. Vous avez les césariennes, 40 000 césariennes depuis que nous avons commencé la couverture maladie universelle gratuite. Oui. Parfois, les femmes arrivaient, vous devez faire une césarienne et payer. Et elles avaient des difficultés et parfois même elles pouvaient en mourir. Aujourd'hui, c'est terminé. Mais on est loin de l'universalité. Hein. Oui, parce que quand on parle de couverture... Oui. Alors, parce que la CMU fonctionne d'une manière privilégiée vers les zones rurales et le secteur informel. Parce que nous avons tous, à notre niveau, des assurances. Mais il faut que les autres en aient aussi. Et c'est les mutuelles de santé qui sont utilisées. Nous avons aujourd'hui... Et surtout avoir des cotisants. Dans un pays où l'emploi, quand même, on ne peut pas dire que c'est la chose la mieux partagée. Mais quand même, vous allez reconnaître les efforts du gouvernement. On a fait un calcul qui dit que si les gens cotisent 7 000 francs, on pourrait avoir des mutuelles viables qui puissent prendre en charge les malades. Mais ce que nous avons fait, et grâce encore à la générosité de Monsieur le Président de la République, nous avons décidé... Il est payé pour ça, non ? Il est payé pour ça. On peut parler de générosité. Oui, parce que dans beaucoup de pays, ce n'est pas fait. C'est des options, c'est des visions. Et je dis que c'est important qu'un chef de l'État s'implique autant pour dire ce que je veux pour les populations, c'est le mieux pour ces populations, etc. Donc, il y a des actes qui sont posés. Et la moitié de la cotisation est prise dans le budget de la santé. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que les gens paient 3 500 francs par personne et par an. Je suis d'accord, il y a des problèmes d'emploi, de chômage et autres, mais 3 500 francs par an, par personne, c'est encore jouable. Mieux, toutes les personnes très pauvres et qui ont accès aux bourses familiales, ces personnes-là sont prises en charge par l'État. Les handicapés vont être pris en charge aussi par l'État. Donc, justement, voilà. Les handicapés, pour parler de l'action sociale parents pauvres de votre département ministériel. Parents pauvres, si l'on voit que l'aspect financier, mais l'action sociale au niveau du Sénégal, c'est une approche holistique. Et vous avez d'ailleurs parlé récemment des talibés. Le problème, c'est de l'action sociale. C'est pris en charge par le ministère de la Femme qui s'occupe des enfants. Vous avez aussi les populations vulnérables qui sont indigentes, pauvres. Les bourses familiales sont là avec la délégation. Donc, nous nous occupons des handicapés et surtout de l'autonomisation des personnes vulnérables avec un système complètement décentralisé. Il est encore le parent pauvre, je peux retenir votre point parce qu'on peut mieux faire. Mais nous sommes passés de fonctionnement de 300 000 francs CFA par an pour un centre au niveau donc, de l'action sociale à 3 millions. Donc il y a des avancées qui se font, mais on doit mieux faire et je voudrais qu'on fasse mieux. La CMU, pour résumer, un succès. La CMU est sur une bonne pente. Nous avons aujourd'hui des petits problèmes qui sont les problèmes de remboursement. Oui. Et nous travaillons là-dessus. 2017 sera l'année où toutes ces réalisations pourront se faire. Ouais. Mais n'oubliez pas que nous ne
parlons pas d'universalité aujourd'hui, c'est une tendance avec 75% de couverture à la fin 2017. Le 8 mars, c'est dans 3 jours. Madame le ministre, première femme sénégalaise agrégée de médecine. Vous êtes ministre de la Santé. On connaît votre combat pour les femmes. C'est ça. Que peut-on dire de la femme sénégalaise aujourd'hui? La femme, Elle est heureuse? La femme épanouie? sénégalaise est épanouie, ouais. Mais il y a beaucoup aussi de défis à relever. Et c'est pour ça que c'est important que le 8 mars existe, pour qu'on mette sur la table tous ces défis et qu'on essaie d'aller de l'avant. Mais il y a quand même pour le Sénégal, quand vous voyez la parité, quand vous voyez beaucoup d'autres choses, les femmes dans des postes de responsabilité, des femmes à la base cultivatrices, des femmes qui sont éleveurs, les femmes sont partout. Et à chaque fois, là où elles sont, elles essaient de faire pour le mieux. Donc je voudrais leur rendre hommage et rendre hommage à tous les hommes qui soutiennent ces femmes dans leur combat. Heureusement. Il est temps peut-être de quitter le terrain du féminisme revendicatif pour investir celui de l'action. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois que chacun doit apporter sa pierre. Et moi, la mienne, c'est plus dans la construction et dans l'épanouissement des femmes, dans l'action et aussi dans leur promotion. Merci, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Eva-Marie Coll Seck. Dans un instant, le journal de midi avec Barthélémy Ngom, à la technique Vincent Diop, digital manager Maguette Koulibaly. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Merci.